Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire du Tour de France Réussir ensemble mon espace santé, premier webinaire d'une longue série. Un petit rappel des bonnes pratiques avant de commencer cet événement. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, il y aura plusieurs temps dédiés pour y répondre pendant ce webinaire. Donc on va être nombreux, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais les questions qui ne seront pas traitées en direct feront l'objet d'une foire aux questions qui sera en ligne sur le site isanté.gouv. Et pour avoir une meilleure lecture du support, n'hésitez pas à cliquer sur le petit onglet plein écran en bas à droite de votre écran. Voilà, écoutez, merci à tous. Dominique, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Oui, bonjour à tous. Ravi d'inaugurer cette première date du Tour de France des webinaires autour de mon espace santé. Clairement, c'est 2 ans, c'est la date anniversaire exacte. Depuis le démarrage de la feuille de route du numérique en santé, on avait fait un premier Tour de France physique. Là, on regrette vraiment de ne pas pouvoir le faire. Peut-être que d'ici quelques mois, on pourra remplacer ces webinaires par des rencontres physiques sur les territoires. Ça serait vraiment super de pouvoir faire ça. Alors, l'idée de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure et demie, donc c'est un webinaire un peu lourd, hein, on en est désolé. En gros, c'est de vous délivrer un certain nombre d'informations autour de mon espace santé, voilà, qui est le grand projet de la feuille de route du numérique en santé qui est dédié aux citoyens français. Mais comme en fait mon espace santé, c'est un peu la partie visible d'un iceberg et toute la partie immergée, c'est ce qu'on travaille tous ensemble, pouvoir public, industriel, professionnel de santé, en national, sur les territoires depuis 2 ans. En fait, la réussite de mon espace santé dépend aussi de toute la feuille de route du numérique en santé. Donc, on a prévu en fait un webinaire de 1 heure et demie avec à peu près 3 séquences d'une demi-heure chacune qui sont constituées de la même façon. Une séquence 1, d'abord autour de la feuille de route du numérique en santé pour montrer l'engagement, en fait, rappeler en fait l'engagement. Donc, il y aura la diffusion d'un premier film et avec ensuite, j'enchaînerai avec quelques transparents. Puis ensuite, on répondra à des questions. Puis ensuite, on enchaînera la séquence 2 un peu sur le même format avec un premier film autour de tout ce qui est service socle et programmes à destination des professionnels de santé. Quelques slides pour bien refixer les idées, bien rappeler quelques idées clés et à nouveau une série de questions-réponses. Pareil sur la séquence 3 où là, on rentrera vraiment dans ce qu'est mon espace santé, comment il a été pensé, etc. Et avec à nouveau un petit film qui vous sera diffusé, et puis des slides et questions-réponses. Et puis enfin, en séquence 4, on vous montrera un petit peu ce qu'on vous propose, c'est-à-dire de participer vous aussi à ce grand projet en recueillant vos idées, vos suggestions, vos préconisations. Donc, il y a une plateforme qui est dédiée, qui est mise à votre disposition. Je résumerai en vous disant que le maître mot là, de cette 1 heure et demie de présentation, c'est le mot collectif. En fait, tout va se jouer autour de la réussite collective de mon espace santé et de manière générale du numérique en santé en France, qu'on essaie de porter avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme et de détermination. Donc, le principe, c'est qu'au 1er janvier 2022, c'est assez historique quand même, sera ouvert pour l'ensemble des citoyens français un espace numérique de santé personnel, voilà, proposé par l'État, qui va être une grande plateforme ouverte aux données pour que les professionnels de santé puissent proposer et restituer des données aux citoyens français, leurs données de santé, mais aussi des services numériques de santé innovants, donc avec la possibilité de proposer pour tout notre écosystème, toutes nos startups, tous nos innovateurs du numérique en santé, de proposer des services innovants dans cet espace numérique de santé. Donc, le maître mot, en fait, c'est que on réussira ensemble ou on échouera ensemble. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. On essaie de faire notre part de boulot, mais c'est l'ensemble des acteurs, professionnels de santé, établissements de santé, éditeurs, start-up, industriels, associations de patients et citoyens, voilà, qui doivent être engagés dans cette vision et dans ce projet qu'on propose et qui est, à mon avis, un moment clé dans l'histoire du secteur de la santé en France.
Donc, première séquence, comme je vous le disais, c'est autour de un rappel, voilà, des grandes dates qui ont marqué la feuille de route du numérique en santé depuis 2 ans, et juste se rappeler en fait l'énorme boulot qu'on a tous fait ensemble. Hein, c'est pas que nous, hein, au niveau du ministère de la Santé, mais nous tous, acteurs publics, acteurs privés, professionnels de santé, quand on retourne en arrière et qu'on voit tout ce qu'on a mis en place pour préparer l'arrivée de cet espace numérique de santé pour tous les patients, ben, c'est assez impressionnant, assez bluffant. Et je pense que déjà la première victoire qu'on a acquise collectivement, ben, c'est cet engagement commun dans une vision commune. Donc, ce qu'on vous propose, c'est pour à peu près 7-8 minutes de visionner un premier film qui traduit un petit peu cette histoire de cet engagement collectif autour de la feuille de route du numérique en santé, pour en rappeler la vision, le cadre de valeurs et la trajectoire qui avait été proposée. Donc, je vous propose de démarrer. C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Je l'ai déjà affirmé, je le redis, je renouvelle mon soutien à la feuille de route du numérique en santé, ainsi qu'à tous les acteurs qui collectivement œuvrent pour sa réussite. Alors, le numérique en santé, il n'est plus temps d'en parler, il est temps de le faire. Et nous ne faisons pas autre chose. Nous accompagnons son développement et nous renforçons la confiance dans ses usages. Bon, le point de départ de la feuille de route du numérique en santé, c'est un rapport que nous avons remis à la ministre avec Anne-Laure Coury en septembre 2018, qui faisait un état des lieux de la e-santé en France et qui proposait une trajectoire. Le constat, il est sans appel, hein. Notre pays n'est pas au niveau. Les logiciels de santé ont fleuri partout dans les cabinets médicaux, à l'hôpital, mais sans référentiel commun, sans socle commun. Et le résultat, c'est que ces logiciels, ils parlent pas le même langage, ils savent pas communiquer entre eux de façon sécurisée. On dit qu'ils sont pas interopérables. Après, on a des professionnels de santé qui sont exaspérés par le manque d'ergonomie de leurs logiciels. Alors face à ce constat, la feuille de route, elle part d'une conviction profonde, qui est la nôtre. C'est qu'il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. On veut en France un numérique en santé qui soit humaniste. On veut que l'éthique, ça soit notre marque de fabrique. On veut un numérique en santé qui soit souverain parce qu'on n'a pas envie de finir chez les GAFA. Et puis surtout, on veut un numérique en santé citoyen, fait avec et pour les citoyens. Tous les citoyens français. Ensuite, il fallait partager une vision et pour nous, elle est claire. C'est l'État qui doit reprendre la main en faisant les référentiels et en les rendant opposables. C'est l'État qui doit construire les services socles numériques, les plateformes numériques nationales sur lesquelles tous les industriels et les startups doivent s'appuyer pour proposer des services numériques innovants et partager les données de santé. Il fallait surtout être au contact des gens, au plus proche du terrain, pour co-construire avec la totalité de l'écosystème. On a construit une charte d'engagement à cette feuille de route que la quasi-totalité des industriels de la e-santé en France ont signée. Et puis on a organisé aussi des sortes de célébrations de nos héros de terrain de la e-santé, comme les talents de la e-santé par exemple. Alors bien sûr, évidemment, il y a encore beaucoup de travail et franchement, c'est pas facile tous les jours, vous l'imaginez. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la e-santé en France, ça avance comme jamais. Et ce qui est certain, c'est que c'est le résultat d'une dynamique collective. Notre doctrine commune, il s'est avéré que c'est celle de l'État-plateforme. L'État-plateforme, ça paraît être un gros mot de fonctionnaire un peu hors sol, mais en réalité, c'est très concret. C'est tout simplement s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville pour urbaniser les systèmes d'information en santé. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font deux choses. Ils construisent des règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils développent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, les ponts, le réseau d'égouts. En revanche, ils laissent l'écosystème, proche du terrain, notamment privé, faire les maisons individuelles. Et leur rôle, c'est de vérifier que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent aux routes, aux réseaux d'égouts, etc. Et dans le numérique en santé, c'est
exactement la même chose. Nous, notre rôle, c'est de faire les règles qui prennent racine dans 3 grands piliers. Un pilier d'éthique, un pilier d'interopérabilité et un pilier de sécurité. C'est aussi de construire les infrastructures de base, les communs numériques. Et puis, on va s'assurer qu'émergent tout un tas de services numériques à valeur ajoutée métier et qui respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Le numérique en santé est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Il y a plus de 20 ans, la carte vitale est entrée dans nos vies. Depuis, Amélie.fr, le compte Amélie, Amélie Pro sont des outils qui se sont progressivement imposés dans la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous voulons engager une nouvelle étape. Permettre aux assurés sociaux d'être davantage acteurs de leur santé, pour aider les professionnels de santé à communiquer entre eux et faciliter également la communication entre les professionnels et les assurés. Et puis bien sûr simplifier les conditions d'exercice, la vie quotidienne de ces professionnels. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Et puis la feuille de route du numérique en santé, c'est aussi un déploiement sur le terrain. Alors, le rôle des ARS, il est dans un sens de faire remonter auprès des acteurs nationaux les attentes, et puis dans l'autre sens, ça va être d'assurer le dernier kilomètre du déploiement de cette feuille de route. Une fois que ces fondations, ces outils socles auront été déployés, alors nous serons d'autant plus forts pour construire sur ces fondations des projets nouveaux, répondant à des initiatives locales et qui seront dès lors déployables. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Alors une fois qu'on a défini le pourquoi et le quoi, cette doctrine de l'État plateforme, alors c'est quoi? C'est une feuille de route avec 5 grandes orientations, 30 actions. C'est une doctrine technique du numérique en santé de 150 pages qui est la bible de tous les DSI et de tous les industriels, qui a été coécrite en interne avec tous les acteurs externes grâce à la plateforme participée. Et puis, il faut aussi qu'on définisse le comment. Comment, d'une part, on s'organise pour passer d'un espèce de mouvement brownien à une ruche dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il faut qu'on active tout un tas de leviers pour atteindre cet objectif commun. Donc, on a créé la délégation au numérique en santé, en faisant en sorte qu'elle ait une assise politique forte, en étant rattachée au ministre pour pouvoir vraiment jouer pleinement ce rôle de chef d'orchestre. On a transformé la ZIP Santé en agence du numérique en santé, avec une réorganisation. On a créé l'outil Convergence pour aligner les stratégies des acteurs nationaux et les stratégies des acteurs régionaux. On a co-construit surtout avec l'externe, via le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé qui a lieu tous les 6 mois, via le Tour de France des régions, via les ateliers citoyens, etc. Et puis on a activé des leviers institutionnels classiques avec du coercitif via des textes réglementaires, législatifs et de l'incitatif avec des financements. Et puis des leviers un peu plus innovants avec par exemple la régulation par la donnée ou le choc de la transparence où on va indiquer tout simplement le meilleur établissement de santé qui alimente le plus de DMP. En juillet 2020, Olivier Véran, notre ministre, dans le cadre des négociations Ségur, a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour le numérique en santé en France, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et 1,4 milliard dans le secteur sanitaire pour accélérer le partage sécurisé des données de santé. En parallèle, dans le cadre de France Relance et du plan d'investissement d'avenir, un marché clé a été consacré à la santé digitale pour soutenir la filière industrielle de la e-santé en France et pour stimuler l'innovation. Jamais dans toute l'histoire du numérique en santé en France, il y a eu un tel engagement de l'État. Jamais il y a eu une telle mobilisation collective. Je reprends la main. Je vois qu'il y a des petits soucis de connexion. Bon, on rôde un peu le dispositif. Il faudra qu'on donne les bonnes spécifications des navigateurs pour les prochaines dates du Tour de France. Donc, on va repasser là en une dizaine de slides un petit peu ce qui a été dit dans ce premier film par l'ensemble des acteurs.
Donc, vous avez compris que ça avance à marche forcée, quoi, hein. On est vraiment dans un calendrier hyper dynamique d'impulsion et de transformation autour du numérique en santé, avec un premier rapport en septembre 2018 qui dressait le constat dont on parlait dans le petit film, avec une feuille de route lancée il y a exactement 2 ans. Il y a que 2 ans en fait qu'on a lancé tout ça, avec 5 orientations et 30 actions. Ensuite, dans ces 30 actions, l'idée générale, c'était que on voulait restructurer la gouvernance, intensifier la sécurité, l'interopérabilité, accélérer le déploiement de services socles d'État, déployer des plateformes numériques et soutenir l'innovation et l'engagement des acteurs avec des grands plans. Donc, c'est autour de ces grandes orientations qu'a été définie toute la feuille de route. Et puis, je le redis, on assume notre part de romantisme. On veut un numérique en santé humaniste qui soit éthique, souverain, citoyen. Et puis, comme Laura l'expliquait dans le petit film, on croit à l'État plateforme, voilà, comme dans une ville, l'État fait le code d'urbanisme, il construit les communs, mais il laisse l'écosystème faire les maisons, les buildings, c'est-à-dire les services à valeur ajoutée. Mais l'écosystème joue le jeu de respecter le code d'urbanisme, de se voir délivrer des permis de construire, et puis aussi de se connecter aux routes, aux ponts, aux communs portés par la puissance publique pour garantir une forme d'éthique et de souveraineté. Bon, c'est la vision à laquelle on croit depuis le début, on n'a pas changé d'un millimètre depuis le démarrage de la feuille de route. Tout ça, vous le savez, hein, c'est ce qui était un petit peu schématisé dans le film, c'est la fameuse maison du numérique en santé et toutes les actions de notre feuille de route pour lesquelles on rend des comptes très régulièrement. Tous les 6 mois, on rend des comptes sur ce qui a avancé. On essaie de façon complètement obsessionnelle de tenir à la semaine près nos engagements de calendrier, hein, puisque ces 30 actions sont dans un timing très serré entre mi-2019 et mi-2022. C'est, vous le voyez sur le schéma, tous les référentiels socles portés par la puissance publique, les services socles dont on parlera dans un temps de ce webinaire, et puis les 3 grandes plateformes, le Health Data Hub, le bouquet de services pour les professionnels et surtout ce dont on va parler aujourd'hui, le fameux espace numérique de santé qui était son nom administratif et qui est devenu aujourd'hui mon espace santé et qui est l'objet du séminaire. Donc, pour rappeler les dates, hein, ce qu'expliquait Laura, vous voyez les dates à l'écran. Donc, c'est à marche forcée qu'on a transformé d'abord toute la gouvernance avec la création de la délégation au numérique en santé que Laura et moi pilotons avec une équipe qui s'étoffe, avec des comités, avec l'ensemble de l'écosystème professionnel, structures, territoires, associations de patients, industriels, avec une sorte de grand parlement de la e-santé qu'on appelle le Conseil du numérique en santé qu'on réunit tous les 6 mois, qui est ouvert à tous, qui lui-même héberge des groupes de travail d'acteurs de l'écosystème qui s'engagent à nos côtés et qui travaillent, qui alimentent, qui font des propositions stratégiques. Ça a été aussi la transformation de l'ASIP Santé en agence du numérique en santé avec Annie Prévost, sa directrice que vous voyez à l'écran. Et puis très récemment, l'intégration des grades et des ARS, donc les groupements d'appui au déploiement de la e-santé et les ARS, donc les territoires au national pour vraiment qu'on travaille dans la même direction et avec la même feuille de route. C'est aussi rentrer dans le dur, faire des choses pas forcément très glamour, pas très sexy mais indispensables, hein. Donc c'est écrire la doctrine technique du numérique en santé, la mettre à jour chaque année en concertation publique avec une plateforme qui s'appelle Participer, pour que ça soit vraiment notre objet commun, notre doctrine technique commune en France du numérique en santé. C'est une trajectoire dédiée au médico-social qui était un peu le parent pauvre du numérique en santé en France, donc avec tout un travailler à nouveau avec les gens de terrain, les acteurs de terrain. Et puis c'est ce fameux outil qu'on appelle Convergence qui permet de renseigner sa conformité à la doctrine, indiquer sa trajectoire, prendre connaissance de la façon dont les pouvoirs publics vont petit à petit délivrer les services socles à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Outil Convergence qui sera clé dans tout ce qui va être référentiel, référencement, notamment dans l'espace numérique de santé. On en parlera tout à l'heure. C'est aussi, on assume cette vision-là depuis le départ et on ne voulait pas que ça soit que des paroles, c'est une dimension éthique profonde au cœur de la stratégie numérique en santé pour être redevable de ce cadre de valeurs. Nous, on croit qu'il peut y avoir un engagement collectif que si on est d'accord sur les valeurs. Et les valeurs qu'on porte, qui sont humanistes, c'est des valeurs d'éthique. Alors, vous savez, l'éthique, ça se définit par 4 concepts. C'est la justice, c'est l'autonomie, rendre les gens autonomes, c'est être bienfaisant, essayer de faire le bien, et en même temps qu'on fait le bien, essayer de ne pas faire le mal, hein, de ne pas abîmer sa planète, etc. Ce qu'on appelle dans le serment d'Hippocrate le primum non docere,
tu veux faire le bien, mais d'abord, essaye de pas nuire. Et puis là, dédié et appliqué au numérique, ben, c'est des choses comme l'éco-responsabilité, comme l'usage, comme essayer de ne pas créer de fractures numériques, comme contrôler l'intelligence artificielle, comme humaniser en fait tout ce qu'on fait, c'est-à-dire pour que le numérique, ça soit pas un objet froid et contrôlant, mais un objet d'émancipation citoyenne. Et donc tout ça, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec une grande campagne qui a été à nouveau portée par les gens de terrain. C'est pas le ministère qui fait ça, c'est les gens de terrain qui nous soutiennent et qui portent avec nous toute une campagne qui s'appelle Pour ma santé, je dis oui au numérique. Donc là, il y a plein de choses concrètes qui ont été faites avec des groupes de travail, ce qu'on appelle les GT, là, groupes de travail 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur un éco-score, des grilles d'auto-évaluation éthique pour les systèmes d'information hospitaliers, des guides pour l'intégration dès la conception des algorithmes d'intelligence artificielle. On est en train de finaliser un rapport sur l'impact environnemental dans le domaine de l'e-santé et en mettant en place des outils d'éco-score pour que tout le monde puisse se juger en matière d'impact carbone. On a travaillé sur des films grand public qu'on va à nouveau mettre sur le devant de la scène. Bref, voilà, sur l'éthique de la télésanté, on a vraiment essayé au fur et à mesure de prendre des petits sujets humblement, concrets, les faire avancer et les porter jusqu'au bout pour traduire ce cadre de valeurs auquel on croit. Ça a été aussi un moment vraiment génial. Voilà, il y a 1 an et demi, on avait fait au démarrage de la feuille de route, il y a exactement 2 ans, un tour de France du numérique en santé dans toutes les régions. On avait été super bien accueillis par toutes les ARS, GRAD sur tous les territoires pour débattre, expliquer, même s'il y avait de la controverse, peu importe, mais en tout cas, croire au terrain. Et à nouveau, je regrette de ne pas pouvoir faire ce webinaire à nouveau sur le terrain. J'espère peut-être sur le second semestre, on aura l'occasion de se voir plus physiquement. Mais voilà, et en tout cas, créer cette dynamique terrain où les choses se décident pas depuis Paris, c'était vraiment notre credo depuis le départ. Ensuite, on a voulu croire aussi à la vision citoyenne. On a fait un peu partout en France, entre octobre 2019 et janvier 2020, des ateliers citoyens dans des territoires, des métropoles, dans des territoires reculés avec des populations plus ou moins en difficulté, plus ou moins éloignées du numérique. On a fait une grosse étude avec un sondage pour interroger les Français sur ce qu'ils voulaient du numérique en santé en France et ce qu'ils voulaient pour leur futur espace numérique de santé. On a fait des assises citoyennes où c'était les patients, les citoyens qui disaient ce qu'ils voulaient et nous, on était spectateurs. C'était un rôle inversé. Et puis là, très prochainement, pour accompagner la feuille de route et notamment l'arrivée de Mon Espace Santé, on va créer un comité citoyen avec à la fois des associations de patients et des gens tirés au sort, des citoyens tirés au sort, qui soient garde-fous et qui co-construisent avec nous toute l'évolution du numérique en santé et notamment de l'espace numérique de santé pour qu'on ne décide pas à leur place, qu'ils soient partie prenante en fait de la stratégie et des évolutions techniques et d'ergonomie, enfin rentrer dans le détail avec eux de ce qu'on leur propose, notamment avec Mon Espace Santé. Puis c'est aussi un dynamisme et un engagement fantastique de l'écosystème. Clairement, voilà, on a proposé une charte d'engagement. Le film n'était même pas à jour tellement il y en a de plus en plus tous les jours. Il y a plus de 400 industriels qui ont signé la charte d'engagement à cette feuille de route, à la maison de la e-santé. C'est le portail Genius, travaillait aussi avec les start-upers, avec tout l'écosystème, les clusters, les accélérateurs, les incubateurs pour faire un portail qui permet de rendre lisibles les politiques publiques sur les financements, sur la feuille de route, trouver les bons interlocuteurs, donc pour essayer de vraiment rapprocher les pouvoirs publics du terrain et des acteurs de terrain. Et puis, ça a été un super moment. En décembre dernier, ben voilà, on a fait un petit gala de la e-santé où on a remis des prix. C'était vraiment un super moment et il y aura une nouvelle édition cette année parce qu'on pense que tous ces gens qui travaillent sur le terrain dans l'ombre, un peu, il faut vraiment les reconnaître parce que c'est vraiment ces héros un peu pionniers de la e-santé en France. Voilà. Ensuite, on a travaillé spécifiquement avec les acteurs du médico-social. Bon, il y avait un gros boulot de fond à réinitier avec eux, donc avec la feuille de route dédiée au médico-social du numérique en santé. C'est le fameux programme ESMS numérique avec une première phase d'amorçage, vous êtes bien au courant, avec 170 projets déposés pour près de 8000 établissements sanitaires médico-sociaux. C'est un premier appel à projet d'innovation. On avait voulu que ça soit d'abord dans le secteur médico-social, une fois n'est pas coutume, avec 10 projets sélectionnés et financés. Et puis, c'est le futur Ségur dont on va parler avec 600 millions d'euros sur un plan entre 2021 et 2025 pour cibler en gros la mise à jour logicielle d'à peu près 70% des acteurs du secteur médico-social. Et tout ça, à nouveau, travailler avec les gens de terrain, avec des groupes de travail et pas juste décider depuis Paris.
c'est retrouver une place à l'international. Pour être très clair avec vous, j'en avais déjà parlé il y a 2 ans. Je trouve qu'on n'était pas assez présent au niveau international et européen. Donc là, on a repris une position, on a recruté notamment une personne qui s'occupe de ces sujets. Donc ça y est, on est à nouveau dans tous les groupes de travail européens pour accélérer le passage à des standards européens, notamment sur le partage des données de santé. Donc, il y a des travaux actuellement sur la e-prescription, sur les autres documents partageables, sorte de l'interconnexion des DMP, les différents DMP européens, entre guillemets, dans le cadre d'une sorte de Health Data Space européen. Et puis, de façon très pratico-pratique aujourd'hui, vous êtes au courant autour du pass sanitaire, voilà, pour essayer de travailler sur des standards communs au niveau européen. Et enfin, comme tout le monde, mais c'est très peu vu, mais les pouvoirs publics aussi ont été hyper mobilisés, évidemment, par la crise sanitaire. Et vous avez à l'écran, voilà, les projets nationaux qui ont été portés en soutien de l'écosystème. Bien sûr qu'il y a, voilà, tous les acteurs, les start-upers, les gros industriels, les licornes, tous les industriels qui ont bossé pour la vaccination, pour les prises de rendez-vous, pour la télémédecine, pour les téléconsultations. Mais l'État a essayé, les pouvoirs publics ont essayé d'apporter aussi des grosses pierres à l'édifice pour la gestion de la crise avec le fameux système SIDEP qui centralise tous les tests de dépistage, avec santé.fr qui a servi de portail aussi pour les prises de rendez-vous, l'application Tous Anti-Covid que vous connaissez, l'application Mes Conseils Covid qui donne des conseils personnalisés, et puis le grand système d'information vaccin Covid aussi porté par l'assurance maladie. Et malgré ça, je dirais malgré ça, l'ensemble des engagements pris il y a 2 ans dans cette volonté, dans cette feuille de route, pour l'instant, ils sont tous tenus en termes de calendrier. Voilà, je voulais vous faire passer avant une première série de questions-réponses ou d'échanges. Voilà, ce premier temps qui était vraiment sur revenir un peu en arrière sur, depuis 2 ans, les grandes choses qui se sont passées en termes d'engagement collectif et de vision qu'on porte et pour laquelle, croyez-moi, on ira au bout. Élodie, quelques questions? Alors, pour l'instant, il y avait quelques questions dans le chat pour le support et les vidéos, donc je vous ai répondu. N'hésitez pas à écrire à monespacesanté@isanté.gouv.fr et si vous voulez organiser des présentations, on vous donnera les vidéos et le support. Alors après, je vois une question de Jean-Pierre Jean qui nous dit « Je ne vois pas, outre le connecteur de France Connect, de vraie identité numérique en mode estonien, par exemple, qui pourrait être une solution mutualisable pour tous les services publics, en mode « dites-le une seule fois ». Est-ce envisagé ?» En fait, clairement, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. J'aurais adoré qu'il y ait le « dites-moi une seule fois » pour l'ensemble des services publics. Bon, nous, on ne devait pas attendre non plus le grand soir, donc on essaye d'impulser via le secteur de la santé, de la e-santé, cette vision-là. Donc, on va parler juste après de l'identité nationale de santé, de France Connect qu'on va appliquer aussi au secteur de la santé. On espère qu'on fera des émules et sur l'ensemble des services publics, ça serait vraiment génial, je suis d'accord. Mais nous, on ne pouvait pas attendre non plus le grand soir. Autre question d'Hélène Charondière qui nous dit « Bonjour, à quelle date les données relatives à l'EcoStore sera disponible ?» On en parle en 3e partie de séminaire. Là, ça sera sur la 3e séquence autour de mon espace santé et du store. Ensuite, auriez-vous le contact pour les prises en charge des standards européens pour faciliter la continuité des soins du citoyen européen? En tout cas, la personne clé à la délégation du numérique en santé qui porte ces sujets, Elodie pour vous le mettre dans le chat, s'appelle Isabelle Zablitz. Donc, sur tous les sujets européens, c'est maintenant elle, Madame Europe, au sein de la délégation du numérique en santé, qui prend ces sujets avec une énergie incroyable. Donc, voilà. On vous met son nom dans le chat. Oui, je vous envoie tout ça dans le chat. Est-il prévu que les résultats de SIDEP, tests et vaccins, soient versés au DMP? Ouais, c'est prévu. On va en parler dans la dernière partie pour mon espace santé qui intégrera le DMP. C'est effectivement quelque chose qui est envisagé, qui doit être fait. Voilà. Bon, je vois plein de questions, mais qui sont en lien avec les parties d'après. Donc, ouais, après, c'est tout sur les parties d'après. Donc, peut-être, si tu veux, Dominique, on avance et puis comme ça, on répondra aux questions en temps voulu. Allez, nickel. Séquence 2, donc avant d'aborder la séquence 3 qui est vraiment la partie mon espace santé pour les citoyens, on voulait revenir au fait de tout ce qui a été fait aussi et de tout ce qui va devoir engager les professionnels de santé, donc les services socles numériques
au service des professionnels de santé. On veut refaire un point là-dessus parce qu'en fait, la réussite de mon espace santé va beaucoup passer par les professionnels de santé et par leur logiciel. Donc, je vous propose de visualiser le deuxième petit film. J'espère que vous avez mis à jour vos navigateurs pour pouvoir voir celui-là. Voilà, Elodie, je te laisse lancer la deuxième séquence. Les professionnels de santé sont particulièrement exigeants dans 2 domaines. Tout d'abord, ils demandent aux éditeurs que les logiciels soient intelligents et assurent aisément de multiples fonctions, comme la saisie de l'accès rapide aux informations du patient, les échanges et le partage dans la coordination des soins, ou encore l'accès immédiat aux données du patient via son espace numérique de santé. En même temps, il demande que soit garantie la protection et la portabilité des données, la traçabilité des accès, la sécurité du système d'information et l'hébergement des données. L'Agence du numérique en santé apporte sa contribution à la maison de la e-santé en construisant les fondations de la maison, c'est-à-dire en mettant en place tous les référentiels d'identité, d'interopérabilité et de sécurité, d'éthique de la e-santé. Il est essentiel d'avoir une identité numérique pour tous, de savoir qu'un patient, tout le monde va l'appeler pareil et qu'on sera sûr que ce soit lui. On élargit ces référentiels au secteur médico-social, ce qui fait qu'ils peuvent accéder à des services qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme la carte CPS dématérialisée, et tout ça en toute sécurité. L'Agence du numérique, elle est aussi là pour accompagner les établissements de santé qui sont victimes d'attaques de cybersécurité. En effet, depuis quelques années, on a un observatoire, on partage les bonnes pratiques et on les aide à résoudre leurs incidents de sécurité en relation avec l'ANSSI. On essaye d'appuyer, d'être à l'accompagnement des acteurs du numérique. On met en place des outils pour les aider. On a des experts qui permettent de répondre à leurs questions, des webinaires, des formations. Donc tout cela, on le fait dans un esprit de co-construire avec eux ce numérique en santé parce qu'on sait que l'adhésion à ce numérique en santé ne sera forte que si tout le monde y a contribué. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mon espace santé va s'appuyer sur le dossier médical partagé. Et donc l'un des enjeux majeurs de l'année 2021 et l'année 2022, c'est de progresser dans l'alimentation de ce dossier médical partagé. 2 projets vont venir progressivement dans la vie quotidienne des Français. C'est la e-prescription d'abord, la dématérialisation du circuit de l'ordonnance entre les médecins et les pharmaciens, et également entre les médecins, les infirmières, les masseurs-kinés, les biologistes. Ça va changer en profondeur les relations. On va passer progressivement d'une logique de papier à une logique dématérialisée. Une autre petite révolution qui va progressivement s'enclencher à compter de 2022, c'est la dématérialisation de la carte vitale. On va pouvoir la mettre sur son smartphone, qui va là encore simplifier la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Le Health Data Hub est une des 3 plateformes nationales du numérique en santé. Il a été créé il y a un peu plus d'1 an. Il doit permettre aux porteurs de projets innovants d'accéder à des données non nominatives via une plateforme technologique extrêmement sécurisée. Donc les données pourront y être croisées et analysées dans le respect du droit des citoyens pour conduire des projets qui visent à améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Bien sûr, la recherche en santé en France n'a pas attendu le Health Data Hub pour se faire, mais notre offre de valeur consiste à accélérer et à multiplier des projets à fort potentiel. La Direction générale de l'offre de soins, dans le cadre de la feuille de route, pilote 4 actions. Une action qui s'appelle e-parcours. Elle permet d'offrir un bouquet de services numériques pour les professionnels qui interviennent auprès de patients complexes. La deuxième action s'appelle Open. C'est un programme de soutien des établissements de santé pour moderniser et sécuriser leur système d'information. La troisième action, c'est la certification des systèmes d'information hospitaliers. Et la dernière, enfin, c'est le soutien au développement de la télémédecine et du télésoin. En France, le numérique se construit aussi avec le médico-social. Notre objectif, un dossier usager informatisé pour chaque personne, âgée ou handicapée, accompagnée à domicile ou en établissement. Un dossier 100% accessible, dont chaque usager aura la maîtrise. Un dossier 100% sécurisé pour garantir la confidentialité de ses données. Un dossier 100% communicant pour faciliter la coordination des professionnels de son parcours.
Nous testons dès à présent les outils du programme ESMS numérique au travers d'une phase d'amorçage. Gestionnaires, professionnels, éditeurs, agences régionales de santé, conseils départementaux, nous comptons sur votre mobilisation. Alors vraiment, du fond du cœur, j'ai envie de remercier tous ces agents publics, tous ces professionnels de santé, tous ces établissements, ces start-up, les associations de patients, les industriels, qui chaque jour sur le terrain, souvent dans l'ombre d'ailleurs, font avancer ces sujets et en fait font progresser notre pays. Tout ne sera pas parfait, mi-2022, à la fin de cette feuille de route, il y aura encore beaucoup de travail. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après cette feuille de route. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. En fait, pour conclure, je dirais que depuis 15 ans, la France est en milieu de peloton, je dirais, en matière de e-santé en Europe, mais je suis sûr que d'ici 2-3 ans, on sera maillot jaune. Alors, pour continuer donc, et reprendre un petit peu ce qui a été dit dans ce deuxième film dédié aux professionnels, pour entrer un peu plus dans les détails. Donc, ce qui a été fait d'abord, c'est refondre tous les référentiels socles, retravailler sur ce qu'on appelle la PGSSI, c'est les référentiels de sécurité, avec des publications sur les documents, enfin les référentiels de force probante des documents, sur l'identité électronique des acteurs et des patients et leur contrôle d'accès. Sur le cadre d'interopérabilité, avec des nouvelles spécifications publiées, avec la refonte du RPPS, qui va devenir le RPPS+, pour intégrer l'ensemble des acteurs du médico-social, refondre, intégrer ADELI à l'intérieur, enfin, moderniser tous ces gros annuels et référentiels socles, pour mettre en place un ROR national. Le ROR, c'est quoi? C'est l'endroit, ce qu'on appelle le répertoire opérationnel des ressources, où on décrit en gros l'offre de soins, avec une trajectoire. C'est des projets compliqués, mais en tout cas, il y a la volonté maintenant de moderniser tout ça, de centraliser tout ça et de le publier à l'ensemble des acteurs. Et puis aussi, l'ouverture d'un serveur multiterminologie pour enfin démarrer une vraie plateforme moderne qui permettra, voilà, de mois en mois, d'année en année, d'améliorer l'interopérabilité des données de santé structurées, ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique. Donc, toutes ces choses vraiment arides, compliquées, voilà, on a voulu pas s'échapper et puis aller essayer de travailler pour les refondre avec tout le monde. Ça a été, bon, voilà, le lancement, je ne vais pas revenir sur les sujets qui sont beaucoup d'actualité, de campagne autour de la cybervigilance. On le sait, il y a une grande vulnérabilité de nos systèmes d'information en France en matière de sécurité, avec, voilà, l'Agence du numérique en santé qui a une cellule d'appui à la fois en préventif et en accompagnement en cas d'incident, qui est devenu le CERT Santé, voilà, avec une culture maintenant qu'il va falloir développer au-delà des sujets techniques, avec l'ensemble des professionnels de santé sur le terrain pour qu'il y ait une sorte d'hygiène à la cybersécurité dans l'ensemble des structures de soins en France. C'est bien sûr un objet technique très attendu, on en parlait juste avant, qui est l'identité nationale de santé, c'est-à-dire c'était plus possible qu'on continue avec une identité de patient différente dans chaque logiciel français, quoi. Ça, c'était vraiment pas possible. Donc voilà, ça y est, l'INS existe, l'INS est accessible. Alors bien sûr, il y a une feuille de route avec des améliorations des téléservices, mais ça y est, les industriels sont en train de l'implémenter un peu partout. Ça doit devenir notre identifiant de référence pour l'ensemble des logiciels de santé en France. C'est aussi des moyens techniques modernisés. Voilà, la fameuse carte du professionnel de santé en plastique, voilà, elle est dématérialisée. C'est une ICPS avec un grand boom de l'utilisation de la ICPS avec le Covid, avec les usages autour du Covid et avec la brique technique sous-jacente à la ICPS qu'on appelle ProSanté Connect, qui est une brique clé et qui elle-même doit être aussi implémentée dans la totalité des logiciels en France. On en reparlera tout à l'heure dans le cadre du programme Ségur. Donc, c'est standardiser aussi ces briques d'identification, d'authentification pour que nos logiciels soient sécurs et interopérables. C'est le projet de dématérialisation de la carte vitale qui avance super bien aussi, qui est porté par l'assurance maladie.
pour avoir, voilà, donc les premières expérimentations voilà, sont en cours à partir de mi-2022, hein, donc un tout petit peu plus d'un an, ben on déploiera l'application de carte vitale à l'ensemble de la population française, à la fois pour les usages classiques de la carte vitale actuelle, hein, télétransmission, hein, remboursement, mais aussi pour des usages en mobilité, pour des téléconsultations et aussi pour accéder à des services numériques de santé vus du citoyen de façon sécurisée et évidemment, notamment, le futur espace numérique de santé, mon espace santé, qui sera accessible avec sa e-carte vitale. C'est le déploiement de la messagerie sécurisée de santé. Voilà, on essaie de vraiment dynamiser cet espace de confiance des messageries sécurisées de santé en France pour qu'elles soient bien interopérables. Vous avez à gauche du schéma, ben voilà, on déploie, on équipe voilà, les établissements de santé, les professionnels de santé, le médico-social, les plateaux techniques, avec, bon, vous voyez, une grosse augmentation de l'usage de la messagerie sécurisée MS Santé, avec en un an, on a fait plus de 110%, avec de nombreux industriels qui sont référencés maintenant et qui sont compatibles MS Santé, avec voilà, de plus en plus de messages émis et avec la perspective, on en parlera en troisième séquence, d'intégrer désormais le citoyen français, chaque patient français, chaque usager à cette messagerie pour enfin pouvoir échanger de façon sécurisée avec chaque citoyen français. C'est le DMP dont on reparlera tout à l'heure qui a été retravaillé pour être une brique à l'intérieur de mon espace santé. On en reparlera, mais juste vous dire qu'actuellement, il y a à peu près 10 millions de DMP créés. Voilà, avec un certain nombre d'établissements de santé, d'EHPAD, de labos de biologie, de professionnels connectés. Et ça va être un élément très important dans le cadre de mon espace santé. On le verra en troisième partie. Juste vous dire aussi que dans le cadre de l'enquête et du sondage qu'on avait fait, on a posé la question aux citoyens français de savoir est-ce qu'un espace numérique de santé, un DMP, pour eux, ça serait quelque chose d'important. Ils ont répondu à 80%, c'est plus des 3/4 même, qu'ils étaient favorables à condition que ce soit l'État qui soit garant de ce DMP, de cet espace numérique de santé, et aussi qu'on ait des dispositifs d'accompagnement des populations éloignées du numérique, pour pas créer de fractures numériques en France. C'est la e-prescription, voilà, qui a été expérimentée par l'assurance maladie avec des médecins, des pharmaciens, des éditeurs et qui a démarré voilà, en juillet 2019 et qui va commencer en fait son déploiement dans l'ensemble des logiciels avec d'abord un premier objectif, c'est la prescription de médicaments entre le médecin généraliste et le pharmacien, mais ensuite ça sera l'ensemble des prescriptions, y compris d'actes sur l'ensemble des actes de biologie, etc. C'est la télémédecine, où là, on a clairement bénéficié d'un effet Covid. Hein. Vous voyez les chiffres à l'écran. On est passé de 400 000 téléconsultations par an à 1 million par semaine au plus fort de la première vague Covid. Et puis, c'est un usage qui s'est énormément multiplié par 3 côté patient, par 5 côté médecin, avec globalement, vous voyez, 3/4 des gens qui considèrent quand même que c'est un outil utile. C'est aussi le Health Data Hub, on le voyait dans le petit film tout à l'heure, voilà, qui existe depuis le 1er décembre 2019, qui vit sa vie, qui se développe, qui propose des financements, de plus en plus de projets, de recherche, d'innovation, hein, qui est une sorte de guichet unique d'accès à de l'information anonymisée, des données de santé anonymisées, dans un cadre sécurisé pour développer l'innovation et la recherche clinique, la recherche épidémiologique. Donc ça faisait partie de nos engagements. Ça a avancé aussi. Et c'est enfin tous les programmes d'accompagnement financier, donc il y en a eu quand même beaucoup hein, depuis le début de cette feuille de route. Le programme Open dédié à l'hôpital, voilà, pour la modernisation du système d'information hospitalier, 420 millions d'euros, accompagné d'un référentiel de certification des systèmes d'information hospitaliers qu'on appelle Maturin et qui va démarrer à partir de janvier 2022 prochain. On est en phase de concertation de discussion avec l'écosystème et clairement, on va vouloir faire monter en gamme la qualité des systèmes d'information et de leur gouvernance. Donc, c'est pour ça qu'on veut un référentiel unique par rapport à ça et qui conditionnera forcément au fur et à mesure les financements publics. C'est aussi le programme e-parcours avec 150, là il y a un petit bug à l'écran, 150 millions d'euros qui sont donnés au territoire pour créer des outils de coordination et de prise en charge de coordination complexe, voilà, avec ce programme qui a bien démarré et qui est en train de se déployer. C'est bien sûr aussi
le programme emblématique, le Ségur numérique, avec les fameux 2 milliards accordés par le gouvernement pour accélérer la feuille de route, accélérer la maison, avec comme objectif de dire 1,4 milliard dans le secteur sanitaire, 600 millions d'euros dans le médico-social pour accélérer le partage sécurisé des données de santé en France entre professionnels de santé pour les parcours de soins, mais aussi avec le citoyen, avec le patient lui-même. Avec 4 briques socles de la maison, de la fameuse maison, qui doivent être déployées dans tous les logiciels français, ville, hôpital, sanitaire, médico-social, d'ici 3 ans, l'identité nationale de santé, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé et la brique technique ProSanté Connect, par exemple, pour utiliser la ICPS dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ces briques techniques socles fournies par l'État doivent être implémentées dans tous les logiciels en France, donc avec des premiers appels à financement qui vont être publiés d'ici un mois environ pour partager les comptes rendus de radiologie, les résultats de biologie, les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances, ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale du généraliste, c'est-à-dire le petit résumé médical que chaque médecin généraliste a rédigé pour son patient. Tout ça, ça doit être partagé de façon sécurisée en respectant les fondations, les services socles de l'État pour les professionnels de santé entre eux, mais aussi pour le citoyen. C'est aussi un autre programme, vraiment le numérique en santé là, bénéficie d'un soutien fort de l'État, avec un autre programme qui est ce qu'on appelle dans le cadre de France Relance, la stratégie d'accélération santé numérique, elle qui n'est pas comme le Ségur pour un rattrapage de mise à jour des logiciels et de mise à niveau des logiciels de santé, mais là pour l'innovation, pour la création de nouvelles filières, pour développer une souveraineté en matière sanitaire avec un premier appel à manifestation d'intérêt qui est prévu pour juin 2021, où là, on financera des projets innovants sur tous ces sujets du numérique pour créer nos filières du futur en matière de numérique en santé en France. Voilà sur ce deuxième temps et cette deuxième séquence autour des outils, des services socles et des programmes à destination des professionnels de santé. Elodie, quelques questions? Alors oui, on a pas mal de questions dans le chat. Alors la première autour du DMP. Le DMP de chaque Français va-t-il être ouvert systématiquement? Car actuellement, nous avons trop peu de patients avec un DMP. Alors ça sera troisième séquence aussi, mais la réponse est oui. Le gros changement de paradigme de mon espace santé, dans l'espace santé, dans mon espace santé, il y aura le DMP, vous verrez d'autres briques, mais le DMP dans mon espace santé sera créé automatiquement pour tous les Français à partir du 1er janvier 2022, ce qu'on appelle l'opt-out. Voilà, donc c'est un gros changement de paramètre. Au lieu d'attendre qu'on se le crée, on va le créer par défaut et les citoyens pourront s'y opposer s'ils le souhaitent, mais par défaut, il sera créé. Ensuite, pourquoi faire le DUI et mon espace santé? N'était-il pas une duplication des informations? En fait, le DUI, c'est le dossier de l'usager informatisé à l'intérieur de l'établissement médico-social. Comme le dossier patient informatisé, c'est le dossier patient à l'intérieur de l'hôpital. Et là, il y a plein de données à l'intérieur de ça pour la coordination. Et c'est la synthèse de ces dossiers de l'usager informatisé et du dossier patient informatisé de l'hôpital, la synthèse, le compte-rendu d'hospitalisation ou la synthèse qui sera envoyée ensuite dans mon espace santé. Et c'est pas raisonnable aujourd'hui d'imaginer que toutes les données de santé du monde soient à un seul endroit. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de récolter la synthèse à l'intérieur du DMP, de l'espace numérique de santé. Ensuite, vous parlez d'une plateforme 100% inclusive. Comment avez-vous prévu de traiter les citoyens et les professionnels en zone blanche ou grise qui ne peuvent pas accéder aux ressources? Et j'avais vu une autre question pour les personnes qui ne disposent pas de smartphone. Alors, il y aura tout un tas de dispositifs complémentaires d'accompagnement dont on reparlera en troisième partie. Donc là, il y a tout un plan autour de proposer des lieux où on pourra être accompagné, accéder à du numérique, avoir des accompagnants numériques, avoir des parrains, marraines numériques. Il y aura la possibilité de donner des délégations d'accès pour des personnes qui ne seraient pas en capacité de le faire. Il y aura des numéros de téléphone dédiés pour répondre aux questions, etc. Donc, on va essayer effectivement d'accompagner ça pour limiter au maximum la fracture numérique. Mais d'un autre côté, on veut aussi avancer pour pas non plus prendre trop de retard sur ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup
gens qui l'attendent. Donc, on essaie de trouver le juste équilibre entre avancer sur le numérique et pas perdre personne, parce qu'on pense que la solution, c'est pas de rester non plus au papier. Donc voilà. Alors les zones blanches, donc c'est des gros sujets qui sont abordés au niveau du gouvernement. Ça dépend pas que de notre ministère, hein. Et donc on fait remonter que le cas d'usage de la e-santé et de mon espace santé, c'est un cas d'usage fondamental pour qu'il y ait une bonne couverture en réseau sur l'ensemble du territoire français. Et voilà, je pense qu'il y a de gros investissements qui sont faits à la matière actuellement. Ensuite, il y a plusieurs questions en lien avec MS Santé et notamment AppyCrypt. Quelles sont les avancées pour l'intégration d'AppyCrypt V2 dans les LGC? Clairement, ce sujet AppyCrypt, c'est un caillou dans la chaussure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui doit être clair pour tout le monde. On en a parlé à AppyCrypt, on en a parlé aux éditeurs qui intègrent AppyCrypt. L'intégration d'AppyCrypt V2, c'est un prérequis. Le Ségur ne financera que les logiciels ville-hôpital qui intégreront un client de messagerie qui sera compatible avec MS Santé. Donc, AppyCrypt V1, on ne pourra pas avoir de financement. Il n'y aura aucune communication entre mon espace santé et des clients de messagerie AppyCrypt V1. Donc, maintenant, le déploiement, on a beaucoup discuté avec l'ensemble des acteurs de ce dossier. On va accélérer un peu la coercition autour de ce sujet-là parce que maintenant, c'est plus possible d'avoir des formats propriétaires d'échange de données. On doit tous rentrer dans une vision collective et solidaire pour le partage des données de santé. Ensuite, une question en lien avec le PIA4. Intègre-t-il des projets internationaux? C'est une bonne question. Je vous propose de vous répondre par mail là-dessus. Je pense que oui, mais pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise, avec Elodie, on demandera à David Senati, qui est le big boss de la stratégie d'accélération santé numérique au ministère et dans l'équipe de la DNS. On prend attache avec lui, on vous fait une réponse par mail. Laissez-nous votre adresse. Merci. Ensuite, une question en lien avec Adélie. Si Adélie s'arrête, qu'en est-il des autres régimes? Par exemple, la MSA ne gère et n'utilise pas les données du RPPS. En fait, la doctrine, c'est de faire évoluer le RPPS dans ce qu'on appelle le RPPS+, avec clairement un décommissionnement d'Adélie, donc Adélie qui va rejoindre le RPPS+. Par contre, l'accès à ce RPPS+, il va être beaucoup plus, ce qu'on dit, apaisé pour permettre à l'ensemble des acteurs sanitaires, médico-sociaux d'accéder à cet annuaire national. Donc, il y a la volonté de rassembler et ensuite d'ouvrir en fait cette plateforme et cet annuaire national. Mais en tout cas, on ne peut pas rester en l'état actuel avec ce système d'information Adélie qui, franchement, tient par des bouts de ficelle. Maintenant, il faut vraiment qu'enfin, on le décommissionne. Alors, question suivante. Qu'en est-il des médecins sans identifiant attribués par les caisses primaires d'assurance maladie, médecins retraités, médecins prescripteurs occasionnels par exemple, qui n'auront pas accès au système de e-prescription en l'état? En fait, il y a la volonté autour du RPPS+, d'avoir un portail d'enregistrement qui s'appelle EnReg. Et donc maintenant, au niveau technique, le sujet sera possible d'enregistrer d'autres types de professionnels de santé. Après, c'est une histoire de texte réglementaire. En tout cas, nous, ce qu'on prépare, c'est la possibilité, via un portail d'enregistrement, de faire des enregistrements comme ça. Merci Dominique. Ensuite, comment est sécurisé mon espace santé en lien avec potentiellement des cyberattaques? Bon, clairement, je suis ingénieur en informatique de base, donc le seul truc que peut promettre un informaticien, c'est qu'il n'y aura jamais de garantie que tout soit parfait. C'est impossible. Il faut affronter les choses. En fait, personne ne peut promettre qu'un système sera jamais attaquable. En revanche, ce qu'on met en place en termes de sécurité sur mon espace santé, en lien avec l'ANSSI, avec les équipes de l'assurance maladie prestataire, c'est d'être vraiment à l'état de l'art de tout ce qu'on peut faire en matière de sécurité. Voilà, c'est la seule réponse honnête que je peux vous faire. On ne peut jamais rien promettre de l'avenir, mais en tout cas, là, actuellement, c'est un sujet qui est pris à bras le corps pour faire vraiment tout ce qu'on peut, être à l'état de l'art de la sécurité. C'est audité par l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information. C'est vraiment énormément challengé dans le développement de mon espace santé, cet aspect sécurité. Merci Dominique. Peut-être une ou deux questions encore. Quels sont les éléments du DEI qui vont alimenter le DMP? Antécédents, vaccination, y a-t-il un référentiel?
Alors, au démarrage, en fait, dans le Ségur numérique, on va essayer de se concentrer sur quelques données de santé pour essayer de ne pas se disperser. Un des gros problèmes, souvent, c'est qu'on manque un peu d'humilité dans la e-santé en France. Nous, on croit qu'on doit avoir un idéal ambitieux, mais que par contre, on doit être hyper pragmatique et humble dans la façon de l'atteindre et en étant très déterminé avec une stratégie des petits pas. Dans les petits pas, la première vague de documents qu'on veut voir alimenter Mon Espace Santé et le DMP, c'est les comptes rendus d'hospitalisation avec les ordonnances de sortie, donc globalement les données de sortie d'hospitalisation d'un hôpital. Ce sont les résultats de biologie. Ce sont les comptes rendus d'imagerie dans un second temps, des liens sur les images elles-mêmes. Et du côté des médecins généralistes, ça sera le volet de synthèse médicale, les ordonnances, les certificats, les lettres. Et on voudrait, sur la prochaine année, mettre un coup de boost sur ces premières données de santé. Ensuite, il y aura une deuxième vague, notamment du Ségur, qui instruira d'autres types de données de santé qu'on peut imaginer encore. Mais on voudrait vraiment essayer, d'être hyper lucide dans notre capacité à faire et avoir des premiers succès France entière et pas juste dans quelques territoires pilotes. Voilà la stratégie qu'on retient. Bien sûr, moi, j'adorais qu'on puisse dire tout de suite, on a tout, mais il faut être lucide par rapport à ça. Merci Dominique. Je te propose qu'on passe à la séquence 3. Très bien. Donc, séquence 3 qui est voilà, le cœur du sujet aujourd'hui, qui est Mon Espace Santé, hein, dont vous avez compris qu'il va bénéficier de tout ce dont on vient de parler depuis le début de ce webinaire, hein, toute la feuille de route du numérique en santé. Donc, Mon Espace Santé, c'est une plateforme numérique citoyenne. Depuis le début, on dit qu'il faut quelque chose pour le citoyen, il faut embarquer le citoyen, il faut faire les choses pour le citoyen, construire pour lui, avec lui. On vous propose à nouveau un petit film d'à peu près 7 minutes. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu mettre à jour leur navigateur. Et on se retrouve dans 7 minutes. Toute cette feuille de route, vous l'avez vu, qu'on porte avec enthousiasme, énergie et détermination, elle est d'abord faite évidemment pour le citoyen lui-même. Et donc, pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé pour que chaque personne puisse être acteur de sa santé au travers du numérique en gérant ses données de santé, pour la prévention, pour organiser son parcours de soins, pour faire de la télémédecine. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique, sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi une messagerie sécurisée entre les assurés et les professionnels de santé. C'est un agenda partagé de santé et c'est un catalogue d'applications référencées. C'est donc tout un écosystème qu'on veut construire autour de Mon Espace Santé. C'est un projet ambitieux. Le ministère des Solidarités et de la Santé en a confié la réalisation à l'assurance maladie. J'en fais donc une priorité, avec un point de vigilance, un souci permanent, accompagner nos assurés les plus précaires pour qu'eux aussi, ils s'emparent de Mon Espace Santé. Avec la création de Mon Espace Santé, mettant le patient au cœur du dispositif, en lui permettant d'être un véritable acteur de sa santé, tout autant que de l'ensemble du système, la stratégie numérique en santé donne un nouvel élan à la démocratie sanitaire. Créer du lien pour que chaque usager de la santé se sente soutenu et accompagné. Rapprocher et faire participer tous les acteurs pour plus d'humanisme afin qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté. C'est l'éthique que nous portons au sein de la stratégie du numérique en santé. Et c'est aussi pour ça qu'il nous tient à cœur de donner la parole aux usagers, aux citoyens, pour construire Mon Espace Santé, mais aussi pour toutes les actions de la feuille de route. Depuis 2019, on met en place des ateliers citoyens qui nous permettent de poser des questions aux usagers sur leurs usages du numérique en santé, faire en sorte
que Mon Espace Santé s'inscrive dans ces usages. On a aussi mené une enquête l'été dernier auprès de plus de 2000 personnes et qui nous a permis de savoir qu'en fait, 8 personnes sur 10 étaient prêtes à utiliser Mon Espace Santé. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Et en 2021, pour encore plus appliquer la démocratie sanitaire aux enjeux du numérique, nous allons lancer un comité citoyen d'une forme nouvelle, en associant des usagers tirés au sort, mais aussi des associations de patients. Il participera à la construction de Mon Espace Santé et de ses différentes fonctionnalités. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par Mon Espace Santé, prenons un exemple. Celui d'une patiente diabétique qui a eu une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. Pour y trouver les résultats de son bilan de diabète, il lui suffit de demander à son diabétologue qui lui transmettra ces informations grâce à la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Elle pourra les déposer dans son dossier médical. Dans le cas d'ailleurs de son suivi de diabète, la patiente pourra intégrer automatiquement dans son dossier médical les informations de mesure de la glycémie prises par son lecteur de glycémie connecté, à condition que ce lecteur soit connecté à une application référencée dans le catalogue de services en santé de Mon Espace Santé. Il lui suffit alors juste de choisir l'application, de donner son accord pour le transfert d'informations. Elle peut également commencer à remplir son carnet de vaccination électronique que le médecin pourra aussi compléter si besoin. Ainsi, son nouveau médecin traitant disposera de toutes les informations nécessaires pour la prendre en charge. Bien plus que les informations médicales, Mon Espace Santé propose aussi des outils qui permettent d'organiser son parcours de santé. Grâce à Mon Espace Santé, elle aura automatiquement accès depuis un seul agenda sécurisé à tous les rendez-vous médicaux pris avec les différents professionnels de santé qui la prennent en charge. Dans un premier temps, Mon Espace Santé sera testé à l'été 2021 par la population de 3 départements, où chaque usager recevra alors un courriel ou un courrier personnel de l'assurance maladie lui expliquant comment activer Mon Espace Santé. Les retours de ces premiers utilisateurs nous permettront d'améliorer le produit avant sa généralisation à toute la population à partir de janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Alors, pour réussir un projet aussi ambitieux, aussi important, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous, pouvoir public, il faut qu'on définisse ce cadre interopérable, sécurisé, éthique, que Mon Espace Santé soit demain accessible à tous, mais il faut aussi que les industriels, d'une part, ils mettent leurs solutions en conformité, et puis d'autre part, ils créent des services numériques à valeur ajoutée métier qui soient innovants, que ce soit des start-upers, des grands groupes, des PME. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient, qu'ils aident leurs concitoyens à se l'approprier quand ils sont plus éloignés du numérique, pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est indispensable parce que si on échoue, d'autres le feront à notre place. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. Donc on n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. Alors, pour reprendre en fait les éléments de ce film sur cette troisième séquence autour de Mon Espace Santé, on reprend les éléments les uns derrière les autres. D'abord, c'est un service qui est à destination des citoyens
mais qui implique les professionnels de santé. Ça, voilà, on a besoin des deux, en fait, pour que ça soit un succès pour notre pays. C'est un service qui a été construit en concertation avec l'ensemble de l'écosystème, vous l'avez vu dans le film, et puis on essaie de travailler pour une interface la plus ergonomique possible, la plus simple possible, la plus fluide possible. Ce que vous avez vu à l'écran, ce que je vous montrerai tout à l'heure en copie d'écran, c'est pas la version finale, c'était une première version maquette pour imaginer le concept. Alors, pour bien refixer ce qui a été dit dans le petit film, expliqué notamment par Annika Diniz, c'est dans cet espace numérique de santé citoyenne, il y a 4 grandes fonctionnalités. D'abord, le DMP. Donc, le DMP, il va être intégré à l'intérieur. Ça sera une brique clé de mon espace santé, mais il va être pensé, il a été retravaillé depuis plus d'1 an et demi par les équipes de l'assurance maladie pour qu'il permette de façon simple et ergonomique et compréhensible à un patient de simplement renseigner, de classer des documents dans son DMP et ensuite de pouvoir les partager avec le professionnel. Ça, c'est un élément clé. Deuxième point, chaque citoyen aura une messagerie sécurisée de santé avec une adresse mail sécurisée pour éviter qu'on continue sur Gmail ou WhatsApp. Ce n'est pas possible de continuer comme ça en France. Et dès lors qu'un professionnel de santé aura un logiciel compatible avec la messagerie sécurisée dont on parlait tout à l'heure, il pourra envoyer un message à son patient de façon sécurisée. On aura l'agenda, vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran. Donc, pour bien expliquer les choses, ce n'est pas un outil de prise de rendez-vous, c'est un agenda qui sera connectable avec des outils divers, notamment des outils de prise de rendez-vous. Et enfin, point très important, il y aura un catalogue d'applications. Avant, on disait un store, mais ce n'est pas un très joli mot, le store. Donc, un catalogue d'applications numériques. Donc, tout ce que pourront développer notre écosystème, d'applications de télémédecine, de prise de rendez-vous, de digital therapeutics, de prévention, de bien-être, de télémédecine, tous ces outils-là développés par toute la créativité de notre écosystème aura vocation à être référencés dans ce catalogue, à condition évidemment que ces services respectent les fondations de la maison et à partir de là, ils seront mis à disposition de la population française dans un cadre sécurisé et interopérable. En gros, il y a eu un contexte réglementaire avec la loi OTSS, Organisation de transformation du système de santé de juillet 2019 qui prévoit, à partir du 1er janvier 2022, cet espace numérique de santé créé pour tout le monde, donc avec ce fameux principe de par défaut qu'on appelle l'opt-out, voilà, c'est créé par défaut pour tout le monde, et avec la possibilité de ce fameux catalogue de services qui pourra référencer et proposer aux citoyens des services numériques développés par notre écosystème avec comme principe général, c'est que tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention, fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de la qualité des soins, des services visant à informer les usagers sur l'offre de soins, tout ça sera vocation à être proposé dans l'espace numérique de santé à l'ensemble des citoyens français. Et évidemment, le patron des données de santé, on le dit depuis le début de la feuille de route, ces données, elles appartiennent aux gens, elles appartiennent aux citoyens. Le boss, ça doit être le citoyen. C'est lui qui doit récupérer ces données et donner des consentements pour les partager. Donc, typiquement, par rapport à ce sujet du contrôle d'accès des données de santé qui est redonné aux citoyens, là, c'est le patron, c'est vraiment le citoyen. Il y a 3 briques importantes à comprendre. D'abord, le dossier médical partagé qui est à l'intérieur de l'espace numérique de santé du citoyen lui-même. Et bien, depuis mon espace santé, chaque citoyen pourra masquer un document dans son DMP, bloquer l'accès d'un professionnel s'il le souhaite. C'est lui qui régule. Il aura aussi ce fameux catalogue de services. Et donc, dans le catalogue de services, ces services sont proposés, mais ils ne sont pas imposés aux gens et le citoyen pourra décider de connecter en lecture, en écriture, ces services numériques avec son DMP, avec son calendrier, avec sa messagerie. Donc, à nouveau, on propose aux citoyens, on référence, on vérifie que c'est compatible à la doctrine du numérique en santé en France et ensuite, c'est le citoyen qui décide ou pas de connecter. Voilà. Et ensuite, dernier point, dans mon espace santé, il y a une fonction qui permet à n'importe quel citoyen de donner accès à son espace santé pendant un temps donné, avec un code temporaire pour que le professionnel de santé qui le soigne puisse accéder directement à son espace santé via ce qu'on appelle un code temporaire. Donc voilà, tout ça, c'est à la main du citoyen, c'est lui qui stocke, c'est lui qui range et c'est lui qui peut proposer de partager ses données de santé.
Cette histoire le fameux opt-out, la création par défaut, vous l'avez compris, c'était un vrai point de blocage pour le DMP parce qu'il y avait une sorte de cercle vicieux. Comme les DMP n'étaient pas créés, ils n'étaient pas tous alimentés, on ne savait jamais s'ils étaient créés, donc on hésitait à les alimenter quand on était un professionnel de santé ou un établissement de santé. Et donc, comme il n'était pas rempli, les gens n'avaient pas envie de le créer, donc ça crée une espèce de dynamique négative. Donc, avec cet opt-out, cette création par défaut, on saura que voilà, il y aura une petite fraction de la population française peut-être qui s'y opposera, hein, on ne sait pas, peut-être 10%, 15%, j'en sais rien, mais en tout cas pour tous les autres ça sera créé, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'alibi pour ne pas alimenter le DMP quand on est un établissement de santé ou un professionnel de santé. Pour tester ça, on l'a vu dans le petit film, c'est Ella Gariani qui en parlait, je crois. Donc, il y aura 3 départements pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme à partir de cet été. Donc, avec cette création par défaut. Donc, en gros, 4 millions de personnes sur ces 3 départements vont être notifiées avec un courrier, avec un mail, en leur disant qu'ils ont 1 mois et 10 jours pour s'opposer à la création de leur espace numérique de santé. Et à partir de là, ils seront créés par défaut et on pourra tester, débugger les premières versions, les versions bêta. Et donc, on commencera avec le test de 2 fonctionnalités, le nouveau DMP intégré et la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Et on va débugger, avancer et puis petit à petit corriger les choses. Le calendrier, c'est quoi? Donc, vous le voyez sur ce transparent. Donc, sur cette planche, vous voyez… Dès cet été, dès juillet 2021, on envoie 4 millions de notifications à l'ensemble des habitants de ces 3 départements par courrier postal et par mail. Et donc, à partir de juillet, donc, ils auront 1 mois et 10 jours pour s'y opposer s'ils ne le souhaitent pas. Ils pourront aussi le créer de façon, s'ils le souhaitent, évidemment, ça sera créé par défaut. On aura entre juillet et décembre pour tester, débugger, et en parallèle, il y aura mon espace santé avec l'ensemble de ces fonctionnalités qui va évoluer pour qu'à partir de janvier 2022, tous les citoyens français, voilà, sur une période qui va s'étendre entre janvier et mars, tous les citoyens français vont être contactés par courrier, par messagerie, en leur expliquant qu'on va leur créer leur espace numérique de santé et qu'ils ont un dispositif pour s'y opposer. Ils auront de toute façon à tout moment la possibilité de, en attendant même leur courrier s'ils l'ont pas reçu, parce que vous imaginez, ça va prendre 3 mois à peu près pour envoyer les courriers à l'ensemble de la population française, c'est une logistique énorme, ils pourront le créer par défaut en allant sur le site, c'est ce qu'on appelle l'opt-in, voilà. Et donc, en gros, à partir d'avril, tous les citoyens français l'auront concrètement créé. Voilà, donc vous voyez à peu près le timing qui est imaginé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au démarrage, alors vous imaginez, on est en France, il y aura les critiques, il y aura les sarcasmes, il y aura les sceptiques, il y aura les cyniques, on aura droit à tout ça bien sûr, mais bon, nous on est déter, quoi, hein, donc on va continuer d'avancer avec foi parce qu'on pense qu'on joue gros dans notre pays par rapport à cette plateforme numérique de santé. Donc au démarrage, le temps que tout le programme Ségur permette de mettre à jour tous les logiciels français pour qu'ils puissent être connectés au DMP, que la messagerie se déploie dans tous les ESMS, tous les médecins généralistes, etc., il faudra quelques mois, voilà, et quelques années, quoi, 2-3 ans à peu près pour que tout soit connecté. Donc, au démarrage, on incitera le citoyen à renseigner lui-même son espace numérique de santé. On lui dira, mettez vous-même vos antécédents, vos allergies, vos traitements en cours, partagez vos données de santé en amont d'une hospitalisation. Comme ça vous sert de pense-bête au moment du questionnaire infirmier, vous ne serez pas stressé. Donc, on va inciter les gens à le faire. On en a parlé tout à l'heure, mais bien sûr, on essaiera d'amener toute la partie Covid automatiquement à l'intérieur du DMP. Et puis, avec tout le programme Ségur, on va essayer de soutenir à marche forcée et dès cet été les premiers établissements, les premiers plateaux de biologie, de radiologie qui jouent le jeu en fait de la connexion DMP et messagerie sécurisée, de les soutenir pour que le plus vite possible elles puissent alimenter avec des données de santé mon espace santé et que de mois en mois, d'année en année, en fait la plateforme elle soit totalement aboutie et parfaitement fluide. Donc, en gros, vous comprenez que l'État fait pas tout. L'État essaie de faire du mieux qu'il peut à part, créer les plateformes, créer la feuille de route du numérique en santé, met les services socles, met l'argent du Ségur pour mettre à jour tous les logiciels de santé. Donc, voilà, l'État fait sa part du boulot, mais ça dépend pas que de l'État, la réussite de mon espace santé. Ça dépend des citoyens pour qu'ils s'en saisissent. Il y aura des campagnes de communication, il y aura des accompagnants
numérique pour essayer d'inclure tout ça de mois en mois, mais il y a un sujet autour des industriels de la e-santé qui doivent mettre à jour leur logiciel et être compatibles à la feuille de route avec le Ségur, avec tout ce qui va rendre opposable ces socles, et aussi les professionnels de santé, dès lors que leurs logiciels sont compatibles, de jouer le jeu du partage des données de santé pour qu'on améliore enfin en France les parcours de santé et en mettant dans la boucle les citoyens français. Les copies d'écran que vous avez vues à l'écran, vous voyez, on va se connecter. Au début, on pourra se connecter avec différents moyens d'authentification. Puis, dès que la e-Vital sera prête, donc c'est-à-dire à partir de mi-2022, pour la généralisation en France de la carte dématérialisée Vitale, vous pourrez vous connecter directement grâce à votre application carte Vitale. Vous voyez, vous aurez des écrans avec les applications qui sont référencées dans le catalogue numérique de santé, divers et variés, des notifications d'arrivée de documents, de mails. Vous pourrez renseigner en tant que citoyen vos antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, vos allergies, vos traitements en cours, etc. Vous pourrez retrouver vos données de vaccination à l'intérieur. Vous pourrez stocker directement vous-même dans votre DMP si la donnée ne vous a pas été restituée sous format numérique dans un premier temps par vos professionnels de santé, donc en récupérant puis en le mettant, en le prenant en photo, et vous pourrez vous-même le ranger dans votre DMP et ensuite partager. Vous pourrez avoir comme une messagerie, donc avec les médecins, les professionnels, les établissements qui pourront vous envoyer des messages. D'ailleurs, une petite précision, c'est toujours le professionnel de santé qui a l'initiative d'un message avec un patient. C'est pas le patient qui spamme en fait son médecin. En tout cas, on pourra recevoir des messages de son laboratoire de biologie, de son médecin, de son hôpital, à condition que celui-ci se soit doté de la messagerie sécurisée de santé. Voilà, et puis vous pourrez, comme ici sur cet écran, connecter une application développée par une start-up et qui aura été référencée dans le store. Et vous aurez la main, ça vous dira, cette application est référencée dans le store, voulez-vous récupérer telle et telle donnée, la synchroniser avec votre DMP, oui, non, et ça sera à la main du citoyen. Et c'est l'État qui proposera ça dans le cadre de cette grande plateforme numérique ouverte. Voilà, et ensuite, ce que j'expliquais un petit peu juste avant, en dernier recours, si votre professionnel de santé, votre établissement de santé, il n'a pas de connexion de DMP, il n'a pas de MSS, vous pourrez, ça se fait dans certains pays, l'équivalent de Mon Espace Santé dans d'autres pays, lui proposer un code temporaire pour qu'il accède à votre espace numérique de santé pendant une certaine durée, pour qu'il puisse consulter ce que vous avez mis à l'intérieur de votre dossier médical et de votre carnet de santé. Voilà, j'ai essayé d'être rapide dans cette troisième séquence pour laisser la place aux questions. Merci Dominique. Alors, première question, pourquoi ce choix de créer un nouvel outil et pas de faire une évolution du DMP uniquement? En fait, il y a à la fois une évolution du DMP, mais le DMP, c'est un stockeur de données de santé. C'est comme un container de données de santé. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il fallait à la fois un container de données de santé, mais d'autres outils à côté. Un container n'est pas un outil de messagerie. Donc, on pense que pour le citoyen, ça suffit pas d'avoir juste un container où on stocke ses documents. Il faut aussi avoir des outils de communication. Donc, il fallait une messagerie. Dans les données du DMP, il n'était pas prévu des données de date, d'événements, de rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu y joindre un agenda. Et ensuite, ce qu'on pense, c'est que l'État va pas développer tous les services numériques du monde de prévention de télémédecine. Le rôle de l'État, c'est de pas de faire à la place de ces industriels. Le rôle de l'État, c'est de garantir un socle souverain, éthique et de labelliser des outils. Et donc, on voulait que ça soit une plateforme comme une sorte de DMP augmenté, si vous voulez, mais qui permette d'héberger aussi des applications numériques tierces développées par l'écosystème et compatibles avec le DMP. Donc, on voit bien que c'est une sorte de DMP 3.0, si vous voulez, quelque chose comme ça. Merci. Ensuite, quelle part auront les outils déployés dans le cadre des e-parcours dans Mon Espace Santé? Certains disposent en effet d'accès patient. En fait, la partie accès patient des outils de coordination type e-parcours, en fait, ils auront vocation à être référencés dans le store de l'ENS. Donc, il faut que ces outils et les industriels qui les portent, c'est des consortiums qui ont été référencés, ils travaillent pour être compatibles avec les briques de Mon Espace Santé, donc DMP, Agenda notamment, pour candidater à être une des apps du store. Voilà, du catalogue, pardon. En fait, c'est ça la vision des choses. C'est pour pas fragmenter, que le citoyen français il se retrouve avec ses données de santé réparties un peu partout en fonction de par qui il est soigné. Ces applications, elles sont proposées, mais ensuite le citoyen peut les récupérer dans son DMP. Merci.
Une fois que cet espace de santé sera créé et généralisé pour chaque individu, les professionnels de santé auront-ils encore besoin de payer un logiciel métier? Oui, en fait, mon espace santé, ça ne va pas remplacer l'outil de l'hôpital ou le logiciel de dossier passé informatisé de l'hôpital ou le logiciel du médecin généraliste. Vous avez votre outil en tant que médecin pour gérer vos rendez-vous, créer le suivi de vos patients, éditer vos lettres, organiser la télétransmission des feuilles de soins. Et ensuite de ça, vous allez en résumer une synthèse que vous allez proposer au patient comme quand vous lui remettez une lettre ou comme quand vous lui remettez une ordonnance. Mais ça n'enlèvera jamais en fait votre outil métier pour l'organisation de votre travail au quotidien. Ça sera juste connecté avec mon espace santé. Quel sera le lien avec Amélie.fr? Amélie.fr sera accessible depuis mon espace santé. Et depuis Amélie.fr, il y aura des renvois réguliers et incitatifs pour aller créer mon espace santé. Quelle sera la place de la société française Doctolib dans le futur Mon Espace Santé? La société Doctolib a candidaté dans les 30 premiers apps avec qui on travaille pour peaufiner en fait le catalogue numérique de mon espace santé. Donc en gros, pour rappeler à tout le monde, en décembre dernier, on a lancé un appel à candidature aux industriels qui voulaient nous aider à travailler sur ce fameux catalogue de services, débugger les choses, travailler avec nous sur les processus de référencement. Donc, il y a eu, je crois, 126 candidatures. On en a sélectionné 30. Dans ces 30, il y a Doctolib et il y en a plein d'autres. Voilà, il y a des outils de télémédecine, il y a des acteurs hospitaliers, il y a des petites boîtes, il y a des licornes, il y a un petit peu de tout. On voulait avoir un panel très large parce que le rôle de l'État, c'est d'être œcuménique et de proposer à tout le monde d'avoir sa place. Est-ce que l'usager pourra envoyer des mails à son équipe de soins ou seulement en recevoir? En fait, il pourra répondre, c'est-à-dire qu'il pourra, dès lors que son équipe de soins a initié un canal de communication, c'est-à-dire que c'est sur l'initiative de son équipe de soins, de son professionnel de santé, à ce moment-là, il pourra renvoyer des éléments et faire du répondre. Il ne pourra pas chercher dans un annuaire comme ça et envoyer directement de sa propre initiative avec un médecin. C'est d'abord l'équipe de soins qui lui propose ce canal de communication. Quel sera l'avenir des applications régionales de parcours, de prise de rendez-vous, si le patient peut choisir les applications ayant les mêmes fonctionnalités dans le catalogue? En fait, depuis le début, ce à quoi on croit, c'est que il faut vraiment que le rôle de l'État, ça soit pas de faire à la place des acteurs, ça soit pas d'imaginer, avoir le fantasme complètement fou qui serait que l'État ferait tous les services numériques. Donc, ce à quoi on croit, c'est que tous les outils, que ce soit des outils territoriaux, que ce soit des outils nationaux publics, que ce soit des outils d'industriels, ils doivent avoir leur place sans qu'on dise celui-ci a interdiction de faire, je sais pas quoi, de la prise de rendez-vous. Voilà, donc l'idée générale, c'est de dire ces applications, elles ont leur place pour être référencées dans le store. Et ensuite, c'est le citoyen lui-même qui va choisir en fait l'application avec laquelle il doit travailler. Par exemple, on a plusieurs hôpitaux qui ont candidaté dans les 30 premières apps du catalogue de services et qui proposent aussi des outils de prise de rendez-vous pour leurs hôpitaux. La PHP, par exemple. Et bien, en fait, dans leurs outils de prise de rendez-vous, ça peut être Doctolib, ça peut être un outil propriétaire et ça peut être un outil territorial. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, le citoyen, il puisse récupérer cet événement, ce rendez-vous, dans son agenda centralisé et repartager ses rendez-vous avec une autre application. Il faut vraiment qu'on ait cette culture d'arrêter ce travail en silo où chacun essaye de rendre propriétaire les données. On doit les restituer aux citoyens français par tous les moyens. C'est ça, en fait, la doctrine. Où peut-on trouver la liste d'applications e-santé compatibles avec mon espace santé? En fait, la notion de compatibilité avec mon espace santé, ça sera dans le référencement. Donc, le référencement n'a pas démarré. Il va démarrer à partir du 1er janvier 2022. Les 30 premières apps, je crois que ça doit être sur le portail du site web du GIE Sésame Vital que vous pourrez retrouver les 30 apps qui ont été sélectionnées. Mais celles-là, elles ne sont pas encore référencées. Elles sont là en phase de préfiguration pour travailler avec nous sur tous les mécanismes de référencement. Ensuite, on publiera un référentiel d'ici la fin de l'année de référencement et à partir du 1er janvier, tout le monde pourra candidater. Ensuite, il y aura toute une procédure d'instruction pour pouvoir les référencer dans le catalogue.
Est-ce qu'un GAFAM pourra être référencé dans mon espace santé? On regardera tous les sujets, on analysera, mais clairement, une application développée par un GAFAM pourrait avoir éventuellement sa place dans mon espace santé, à condition que cette application respecte le cadre souverain, c'est-à-dire qu'elle permette de pouvoir récupérer les données de santé que gère cette application dans mon espace santé. Et mon espace santé, c'est une plateforme souveraine, hébergée en France et souveraine. Donc, si l'application joue le jeu de proposer à l'usager ce rapatriement à la main du citoyen de ces données dans mon espace santé, le sujet sera instruit comme tous les autres sujets. Pour un individu qui est aussi un professionnel de santé RPPS, aura-t-il la possibilité de mutualiser l'accès mon espace santé perso et l'accès pro? Ah, ça, c'est une super question. J'ai pas la réponse, mais c'est vrai que ça, il faudra le noter. Ça fera partie des suggestions là, dont on parlera juste après. Là, tout ce que vous pouvez proposer comme idée, c'est un truc qu'on pourrait vraiment regarder ça. D'accord. Quelles seront les modalités du tirage au sort des citoyens en juin 2021? En fait, on va expliquer le processus. On va publier en juin le mécanisme. Donc, on rendra public en juin. C'est encore en cours d'instruction au ministère. Quelle forme envisagez-vous pour les campagnes de communication grand public? Seront-elles diffusées via les réseaux sociaux, à la télévision ou autre? Alors, il y a un gros travail entre le ministère de la Santé et l'assurance maladie, puisque ça sera coporté. C'est l'assurance maladie qui porte le développement. L'État a confié à l'assurance maladie le développement de mon espace santé. Donc, on est en train de cadrer un plan de communication. Il y aura l'ensemble de ces dispositifs, télévision, réseaux sociaux, print. Il y aura tout un tas, un mécanisme et tout un dispositif de communication en public à grande échelle. Les prestations de la Sécu pourront être retrouvées par les assurés sociaux. Pourraient-ils aussi retrouver les remboursements de leurs complémentaires santé? Alors ça, c'est effectivement une question qui a été régulièrement posée. Ce que je peux vous dire à date, c'est qu'il y a cette volonté en fait de pouvoir rassembler les choses en termes d'historique de remboursement, assureur santé en plus de l'assurance maladie. Et dans les services qui sont référençables dans le catalogue de services de mon espace santé, il y a bien sûr les applications développées par les assurances santé, mais ce qu'on veut retrouver en fait dans ces outils, c'est pas uniquement des applications de remboursement. Ce qu'on veut pouvoir retrouver aussi, c'est des outils qui sont le fondement de mon espace santé, c'est-à-dire la santé elle-même. Donc, si une application d'un assureur santé propose des outils de prévention, de gestion de parcours de soins, de détection précoce de maladies, etc., et qu'il adosse aussi des données de remboursement, à ce moment-là, il serait éligible dans le catalogue de services de mon espace santé. Si c'est purement en fait une application financière de contrat d'assurance, elle sera non éligible. Donc voilà, c'est cet équilibre-là qu'on est en train de chercher et qu'on travaille dans le cadre des 30 premières expérimentations, puisqu'il y a des assureurs santé aussi dans les 30 apps sélectionnées. Merci Dominique. Alors, il y a encore beaucoup de questions sur le chat. On n'aura pas le temps de tout traiter, malheureusement. On vous mettra en ligne une fois aux questions. On répondra à toutes les questions. Et Dominique, je te propose qu'on passe à la dernière partie. Alors, dernière partie, en fait, c'est de vous proposer de recueillir vos avis, vos suggestions, vos idées. Alors, pas juste pour critiquer ou dire il n'y a qu'à Faucon, mais aussi pour vous engager vous, en disant moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suggère, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire réussir ce projet. Donc, vous avez compris que tout le monde peut être et doit être acteur, que vous voyez grade ARS, industriel, professionnel de santé, établissement de santé, citoyen, association, etc. Donc, ce qu'on vous propose, c'est si vous-même, vous voulez porter l'initiative de créer vous-même votre webinaire, on vous donnera tout le kit, les films, etc. On peut être là en support si vous avez envie de partager, d'animer une communauté ou une autre autour de cette dynamique autour de mon espace santé. Donc ça, il vous suffit d'aller sur le site Réussir mon espace santé, vous vous inscrivez et à ce moment-là, on reprend contact avec vous pour travailler sur l'organisation de communication que vous voulez faire et ça serait porté par vous. Donc nous, on serait là en support. Ensuite, l'autre point important, c'est que ce qu'on souhaite, c'est recueillir l'ensemble des idées, des suggestions, des propositions
puisque vous avez compris que la clé, c'est la mobilisation collective autour de ce sujet. Donc, Elodie va vous mettre dans le chat une adresse que vous pourrez copier. Depuis le chat, on mettra ça aussi sur Réussir mon espace santé, qui vous permet de répondre, voilà, à une espèce de sondage qui va vous poser un certain nombre de questions et qui va dans lequel vous allez pouvoir faire des propositions en fait d'actions que vous pourriez mener, que nous on pourrait mener pour que ce soit une réussite. On n'a pas la science infuse, on pense qu'en fait c'est dans cette mobilisation et dans ce partage d'idées et de suggestions et d'engagement en fait qu'on pourra faire réussir mon espace santé. Donc l'adresse est un petit peu compliquée, donc Elodie va vous la mettre en partage et de toute façon vous retrouverez tout sur le site réussirmonespacesanté.fr. Donc voilà, moi je vous engage à nous aider à participer, soit en créant vous-même un webinaire, en animant pour votre communauté, pour vos territoires, pour qui vous voulez. On sera toujours là en support. Il faut vraiment qu'on touche un maximum de gens de l'écosystème avant de toucher le grand public, et puis aussi de participer et de faire des propositions dans le cadre de ce lien, de ce qu'on appelle le sondage, mais qui est une proposition. Sur cette dernière partie, est-ce que vous aviez quelques questions auxquelles Elodie et moi on pourrait répondre? Elodie? Alors, sur cette partie-là, non, c'est encore des questions sur la partie d'avant. Donc, je vous ai mis le lien de la concertation dans le chat. On a une adresse mail générique aussi qui est monespacesanté@isanté.gouv.fr. N'hésitez pas à nous écrire. On prendra le temps de vous répondre. Il nous reste encore une petite minute. Donc, si vous avez des questions en lien avec cette concertation, n'hésitez pas. En tout cas, juste, Elodie, avant une dernière question, ce qui est important de comprendre, c'est que vous imaginez bien qu'au 1er janvier 2022, tout ne sera pas parfait et qu'on est dans un pays qui adore s'auto-critiquer, s'auto-dénigrer, s'auto-flageller. C'est un choix de société aujourd'hui. Soit on est capable collectivement de se mettre ensemble, d'être humble, de travailler petit à petit pour proposer quelque chose de souverain et d'éthique en matière de numérique en santé en France proposé aux citoyens français. Vous voyez qu'on est tous co-responsables, public, professionnels de santé, établissements, industriels. Soit on est capable de se mobiliser collectivement et petit à petit d'avoir l'humilité de construire ça et puis de le déployer pour que ça soit une réussite nationale. Soit d'autres le feront à notre place et ça fait un crève-cœur, je vous le dis pour moi, qu'on n'ait pas cette capacité en France à se mobiliser pour faire réussir un projet éthique souverain et qui a été construit par nous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai franchement pas envie qu'on finisse sur une plateforme GAFAM, qu'à nouveau en France, on n'aura pas été capable de se mobiliser collectivement. C'est pour ça voilà, qu'on y met toute notre énergie, toute notre âme dans ce projet. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Merci beaucoup, Dominique. On voit que dans le chat, vous avez l'air partant. Donc, écoutez, on compte sur vous et surtout, on reste à votre disposition. Puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux échanges. Merci beaucoup. Merci à tous.